Bonjour. Je te laisse rentrer. Merci. Assieds-toi, tu veux un verre d'eau? Je veux bien un petit verre d'eau, s'il te plaît, merci. Ouais, pas de souci. Hystérique. C'est vous qui êtes folle là. Non mais faut pas se mettre dans des états comme ça. Hein. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. C'est une sorte de Greta Thunberg ménopausée. Tu t'appelles Sabrina, tu es militante, autrice, créatrice de contenu. Tu as un compte Instagram qui s'appelle Olymprev, sur lequel tu vulgarises le féminisme et des questions de droit pénal. Et tu travailles beaucoup sur les relations avec les hommes. Tu fais beaucoup de blagues misandres qui, personnellement, me font beaucoup de bien. Et ouais, voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose que j'ai pas dit ? Non, je crois qu'on a fait le tour. J'ai une boutique en ligne. Ouais. Oui, c'est vrai, tu fais de l'art aussi. Ouais, c'est ma source de revenus principale, donc c'est vrai que c'est intéressant de le mentionner. Oui, absolument. Voilà, où je vends et mes livres et de l'art féministe, misandre, anticapitaliste, tout ça. Dans Nos amours radicales, tu racontais les violences que les hommes t'ont fait subir au sein du couple et les traumas que ça avait laissé. Et dans ton nouveau livre, Les hommes ont tué l'amour, t'expliques que les relations intimes, amoureuses, sexuelles entre les hommes et les femmes sont toujours un rapport de violence et d'exploitation des hommes sur les femmes. Et tu fais un état des lieux historique, sociologique, scientifique aussi. Et le truc qui m'a marqué, c'est que tu ouvres le livre sur ton rapport aux comédies romantiques. Et tu parles ouvertement du fait que, malgré ta misandrie, tu continues à dater des hommes. Et je me suis beaucoup retrouvée dans cette sorte d'ambivalence de on les déteste, mais on les date quand même. Est-ce que tu penses que tu as fait le deuil du prince charmant ? Alors, du prince charmant, oui. Parce que ça, pour le coup, c'est bon. Enfin, voilà, on sait qu'il n'existe pas. C'est plus à prouver. Enfin, surtout que l'imaginaire du prince charmant, c'est vraiment quelque chose qui est né pour exploiter les femmes. C'est un peu ce que j'explique dans le livre. C'est une fois qu'on n'avait plus l'ascendant sur les femmes financiers, qu'elles commençaient à sortir de chez elles par rapport à la révolution industrielle, où elles ont dû aller à l'usine et finalement travailler hors de chez elles, parce qu'avant, les femmes ont toujours travaillé, mais c'était soit chez elles, soit dans des exploitations familiales, etc. Là, elles ont commencé à devoir aller à l'usine, etc. Et donc, finalement, beaucoup de femmes se sont retrouvées, et ça a commencé par les femmes noires aux États-Unis. C'est important de le noter, parce que c'est elles qui ont théorisé tout ça les premières. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces femmes, elles ont dû aller à l'usine, elles ont dû travailler, puis le soir, elles avaient une deuxième journée de travail qui les attendait, alors que les hommes, ils se la coulaient douce après leur journée d'usine aussi. On va pas dire qu'ils avaient la belle vie non plus, mais en tout cas, ils avaient une vie moins difficile. Et en plus de ça, elles devaient enfanter. Donc, sans contraception, bien évidemment, avec des avortements à l'ancienne. Donc, rien de très glamour. Et en fait, ces femmes, elles ont commencé à se dire, écoutez, bof, c'est pas ouf. Donc, si je dois m'occuper d'une autre personne que moi, bof. En fait, ça me sert pas à grand chose, donc je vais rester célibataire. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a eu un boom du célibat en même temps que la révolution industrielle, donc fin 19e. Et là, il a fallu trouver comment remédier à ça, parce que évidemment, on est dans un contexte où les guerres sont légion. On était à la veille de la Première Guerre mondiale en plus, même si aux États-Unis, pour le coup, ils l'ont pas vécu. Nous, en Europe, on l'a un peu plus vécu. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a créé vraiment de toutes pièces les romances grand public, quoi. Même si, bien évidemment, le prince charmant, ça vient aussi des contes qui, eux, sont encore plus anciens. Mais finalement, le prince charmant, ça s'arrête à la rencontre, quoi. Et c'est ce que j'explique un peu aussi. J'en fais mention dans Les hommes ont tué l'amour. C'est étrange que les comédies romantiques, elles s'arrêtent au moment de la rencontre.
ou des premiers jours de mois de crush, voilà. Mais en fait, le couple, c'est pas ça, c'est pas la formation du couple, c'est pas la séduction, ça tout le monde sait faire, tout le monde peut le faire. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui se passe après. Et après c'est, comme j'ai dit, après c'est du travail à risque non rémunéré, quoi. Pour les femmes. Pour les hommes, c'est avoir une servante gratuite. Ouais, donc on a créé ce mythe de l'amour romantique et du prince charmant de toute pièce pour réenfermer les femmes chez elles, en gros. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis vraiment parce que, en fait, on leur a vendu l'idée que, oui, ok, elles avaient beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail à fournir, en plus d'enfanter, mais quand même, ça valait le coup puisqu'elles allaient tomber amoureuses. Quand même, c'est important. Non. Et le problème, c'est que en plus de ça, après, on a eu l'émergence du développement personnel, ce développement personnel, il a eu pour but uniquement de dire aux femmes que c'était à elles de construire le couple. Parce que les hommes ne s'y investissent pas, ne font pas d'introspection, n'ont rien à... Ils apportent rien, quoi, en fait. Et nous, on apporte tout. Et du coup, on l'a vu notamment à partir des années, je pense, 60, et vraiment avec une émergence folle dans les années 90, c'est avec tous ces articles dans la presse féminine, comment bien lui faire l'amour, comment maintenir la flamme, que faire pour ne pas rentrer dans la routine, mais en évacuant totalement les dominations de genre, de classe, de race, juste en disant de toute façon la femme est responsable de tout. C'est sur elle que tout repose. Elle va nous faire la mère, la psy et la putain, mais il faut surtout pas que ça se voit que c'est du travail. Ouais, enfin, encore une fois, bof. La flemme un peu. Ouais, la flemme un peu, quoi. Genre, écoutez, je veux dire, tout ça alors que je suis pas payée. Non. Là, tu as bien expliqué le côté non rémunéré du travail, mais tout à l'heure, tu as aussi dit travail à risque. Ouais. Est-ce que tu peux développer un petit peu C'est un travail à risque parce que l'endroit où les femmes meurent le plus, ou sont le plus en danger, c'est pas forcément meurent, mais sont le plus en danger par rapport à la violence des autres, c'est le domicile. Pourquoi ? Parce que, on a en France, par exemple, on a un viol toutes les 7 minutes, mais dans 80% des cas, voire plus, c'est un proche. Et par proche, c'est très souvent le conjoint. À tel point que c'est devenu une circonstance aggravante. Donc, c'est dire que c'est courant et grave, parce que justement, le conjoint n'est pas censé être violent, il est censé... Mais alors c'est marrant parce qu'en plus, sur TikTok et tout ça, dans les contenus masculinistes, on voit très souvent, les hommes doivent protéger leurs femmes. Protéger de qui ? Des hommes et des autres hommes, en fait. Et puis, en même temps, on a eu toutes ces choses, par exemple, sur le devoir conjugal, où on justifiait le viol conjugal, tout simplement par le consentement premier au mariage, qui finalement était un consentement qu'on donnait à vie sur notre corps. Donc on rappelle que c'est qu'à partir de 1992 qu'on a reconnu que le viol sur conjoint existait. Donc c'est très récent, 92. Je dis pas ça parce que je suis née avant, mais c'est quand même assez récent. Ouais, et puis même le sexe, ça faisait partie, et ça fait toujours partie de ce travail non rémunéré dont on attend les femmes qu'elles... c'est le plaisir masculin avant tout, en fait. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, on a une bonne partie des hommes hétérosexuels qui ne savent pas où se trouve le clitoris. Je veux dire, il y a encore quelques temps sur Twitter, c'était hyper drôle. Il y avait un mec qui disait comment la faire jouir avec la langue et les doigts. Et puis au bout d'un moment, le gars dans son thread Twitter, il dit lécher ses clitoris. Parce qu'il y en a plusieurs apparemment. Donc
Il confond avec les lèvres ou... Non, c'était... Je pense que comme il y a un S à clitoris, il s'est dit il y en a plusieurs, tu vois. Enfin, genre, c'est aussi banal que ça. Et c'est drôle parce que le gars, il faisait un thread sur... tenez, moi, je sais comment donner du plaisir à une femme, mais par contre, je suis persuadée qu'il y a plusieurs clitoris. C'est voilà, ça on est là, quoi. Long aussi ça sur l'audace des hommes de parler des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ouais, ça ils adorent faire, hein. Mais les hommes sont experts en tout, de toute façon. Ouais. Ils sont experts en tout, mais ils savent rien. Donc c'est un peu le problème. Mais ils vont pas avouer qu'ils savent pas. Et même au-delà de... C'est difficile à dire, mais même quand on a la chance, entre énormes guillemets, de pas vivre de violence caractérisée dans un couple, les hommes, ils sont quand même souvent décevants. Ouais. Enfin, moi, je pars du principe que tous les hommes sont sexistes. Alors, je sais que ça fait grincer des dents, mais en même temps, j'ai envie de dire... tous les êtres humains sont sexistes parce qu'on a grandi dans une société patriarcale, à part les quelques tribus matriarcales qui existent encore, qui ont survécu à la mondialisation et au capitalisme. Mais sinon, concrètement, tout le monde est sexiste. Et les hommes, eux, ils en tirent un profit. Enfin, quand t'as un homme hétérosexuel et que t'as accès à autant de femmes, parce qu'ils nous disent misère sexuelle et tout ça, mais in fine, il y a quand même vachement de meufs qui se battent pour trouver un mec et tomber amoureuse et être en couple et machin, mais eux, ils veulent que du cul. Hein, c'est un peu le problème qu'on rencontre aujourd'hui. C'est le problème contemporain premier, quoi. Quand on écoute les problématiques des plus jeunes et des moins jeunes, d'ailleurs, c'est qu'on se retrouve confronté à une différence, on va dire, d'envie. Et c'est normal. Eux, ils ont à se soucier de rien. Et nous, on nous a mis dans la tête que notre vie, en fait, elle ne valait d'être vécue uniquement au travers du couple amoureux et de la maternité. Donc, dans les deux cas, il nous faut un mec. Mais eux, ils vivent avec ils sont quand même conditionnés, et pas seulement par leur éducation parentale, mais aussi par toute la société. Donc, ça veut dire par la culture populaire. Donc, la culture populaire, ça comprend les films, les téléfilms, la télé-réalité, la lecture pour ceux qui lisent de la fiction. Je pense notamment aux polars, qui ont un grand succès. Donc que ce soit ça ou que ce soit à l'école, parce qu'à l'école on a mine de rien, on a un personnel enseignant qui est pas toujours le plus progressiste au monde, hein, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire sur les réseaux sociaux. Non, le monde enseignant n'est pas woke. Ils veulent enseigner la sexualité à nos enfants, blablabla. Voilà, non, ils ont juste un programme, et dans le programme il y a effectivement les cours de santé et d'éducation sexuelle, mais bref. Et en fait, quand t'es conditionné toute ta vie à être cet élément libre, à être cet élément dominant, en tout cas dans la relation homme-femme, parce que personne ne nie que certains hommes ne sont aussi dominés, hein, notamment par des questions, encore une fois, de classe et de race. On parle de race sociale, hein, on parle plus de race ethnique, hein, pour ceux qui aimeraient me faire dire que je suis raciste, parce que ça arrive très souvent, soit je suis raciste, soit je dois retourner dans mon pays, qui est la France, mais bon, bref. Du coup, mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord, voilà, mais les fachos de Twitter sont pleins d'imagination, donc c'est drôle. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que, in fine, un homme peut totalement être oppressé, hein, c'est pas, cette question, on ne l'évacue jamais. Un homme peut même vivre des violences sexuelles ou des violences conjugales, ça encore une fois personne ne le remet en cause, et puis on l'a vu avec MeToo Garçons, celles qui ont défendu le plus ces hommes-là, c'était bien des femmes, et des féministes d'ailleurs. Donc il y a ça dans un premier temps, mais il n'en reste pas moins que dans le couple, ou en tout cas dans la relation de séduction, la relation romantique ou la relation sexuelle, les hommes ont l'ascendant. Et aussi parce que, la société nous place comme l'homme dominant et la femme soumise. Et dans ces conditions-là, effectivement, il y a du sexisme qui ressort, et on va très souvent être confronté
à une violence qui est un peu symbolique, parce que on pourrait penser que c'est pas si grave, mais quand on les accumule, ça fait beaucoup en fait. Donc je pense notamment au ghosting. Ah oui, bien évidemment, il y a aussi des femmes qui ghostent. Oui, ça ne touche pas que les relations hétérosexuelles. Bien évidemment, personne ne dit le contraire, encore une fois. Mais vraiment, c'est un move de mec. Parce que voilà, ils adorent ne pas prendre leurs responsabilités. Et puis, ils ont, moi j'appelle ça le syndrome du nice guy, que j'aime beaucoup. En fait, ils ont horreur de vouloir passer pour un méchant. Et ils pensent que ne pas vouloir s'engager et être honnête sur ses intentions avant, pendant et après, c'est être méchant, parce que nous, on est forcément émotionnel, on veut forcément de l'amour, on veut forcément le mariage des 3 enfants et le labrador, et que on n'est pas capable de l'entendre. Alors, on est parfaitement capable de l'entendre, mais effectivement, si c'est dit, il faut assumer que si on est en face d'une personne qui veut justement, en tout cas au moins un attachement émotionnel, elle ait le droit de dire non. Et là, on tombe dans le consentement. Et on a beau nous faire croire que ça y est, les hommes ont compris ce qu'était le consentement. Alors déjà, les chiffres du HCE, ils disent bien le contraire, mais surtout, le consentement, c'est pas que le sexe. Le consentement, c'est sur toute une relation. Donc, si toi, tu pars dans une relation en sachant que tu ne veux pas ce que la personne en face de toi te dit vouloir, donc typiquement, Mathéo qui rencontre Ludivine, Ludivine dit moi je cherche quand même un mec, j'aimerais bien me poser, ça veut pas dire que ce sera avec toi, je sais pas, on se connaît pas, mais pourquoi pas, enfin voilà, l'avenir nous le dira. Pour l'instant, tu me plais. Et puis, on a en face Mathéo qui nous dit « Ouais, moi aussi, c'est ce que je cherche, mais bon, j'aime bien prendre mon temps parce que je suis un peu frileux, nanana. » Alors qu'en fait, il sait très bien qu'il voudra pas de Ludivine comme son officiel, mais qu'il voudra bien Ken. Je veux toujours te voir, mais j'ai besoin de temps pour moi en ce moment. Voilà. Si, tu comptes pour moi, mais bon, là, je suis un peu fatiguée. Ouais, tu comptes surtout pour moi à 2h du matin, une fois que je rentre de soirée bourrée, quoi, pour pouvoir me vider les couilles. Voilà, concrètement, c'est ça, d'accord ? Donc, quand on a une personne, en tout cas, qui dit « moi, je veux A », et l'autre sait que elle veut B, mais qu'elle va dire qu'elle veut A, on a violé le consentement. Et ça, ils comprennent pas, en fait. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi plein de femmes qui veulent du sexe d'un soir sans s'engager et pas avoir le mec relou aussi qui va devenir le pire des mecs dès qu'on va leur dire qu'on veut pas s'engager avec eux. Alors que pour le coup, nous, on a toujours été honnêtes. Ils ont qu'à se matcher tous les deux. Enfin, c'est ces types de personnes qui veulent pas s'engager respectivement. Enfin, voilà, ils peuvent se trouver au lieu d'aller vers des personnes qui veulent s'engager, qui l'expriment en plus, qui le disent clairement, ou en tout cas qui s'en cachent pas avec les actes. Et puis, une fois que tu dis non, mais tu sais, n'attends rien de moi, moi je suis pas prêt, je veux pas être en couple et tout ça, il faut agir en conséquence aussi. Parce que ça, c'est un truc que les mecs font vachement. Et qui, pour moi, est fait partie d'une violence aussi. Ils vont te dire « Non, moi, je veux pas m'engager », mais ils vont se comporter avec toi comme si c'était leur meuf. Donc, j'entends bien, mais pourquoi tu m'envoies des messages toute la journée ? Pourquoi tu me dis des mots doux ? Pourquoi, quand tu viens, on passe des moments absolument extraordinaires, des heures et des heures, tu restes dormir à la maison ? Tu me prépares le café le lendemain matin, tu vois, enfin, tu te comportes avec moi comme si on était en couple, mais tu me dis quand même je veux pas m'engager. Ça veut dire quoi exactement ? Et le pire, je repense notamment à un gars sur qui j'avais bien crushé, qui me disait t'es une fille formidable, je veux absolument pas passer à côté de toi, vraiment des meufs comme toi on en rencontre hyper rarement, mais non, je veux pas être en couple avec toi. Je ne comprends pas. Ça n'a pas de sens, en fait. Enfin, je veux dire, ou alors tu veux qu'on soit potes, et ce à quoi moi j'avais répondu, très bien, mais moi, c'est pas ce que je veux, et du coup, ça m'intéresse pas, donc salut. Et cette personne n'a pas entendu ça et est revenue à la charge plusieurs fois, mais pas pour s'engager, mais j'étais une meuf formidable. Donc, il y a un moment donné, enfin, si tu veux du cul pour du cul, il y a pas de souci, on peut quand même passer un très bon moment ensemble et que ça reste purement sexuel. Mais en revanche, ne me fais pas la cour, en gros, quoi, tu vois. Parce que, et pour moi, c'est extrêmement violent, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a un truc où c'est très important pour eux de rassurer leur ego constamment.
Donc, ils veulent savoir qu'ils peuvent se faire cette fille-là et que cette fille-là peut tomber amoureuse, tu vois. Ça les valide, ça les rend... je pense qu'ils se disent « Ah, bah, je suis une belle personne et je suis beau et je suis machin ». Tu vois, on en parlait hier avec une pote, en fait, on se disait... En fait, c'est des personnes qui vont à tout prix chercher à être validées par toi, parce que en fait, c'est absolument incroyable d'être validé par toi, mais qui vont se rendre compte, du coup, très rapidement qu'ils ne sont pas à la hauteur. Et du coup, il y a 2 possibilités. C'est soit la fuite, et donc t'en entends plus parler, Ghosting ou des ruptures très inattendues après des moments passés ensemble formidables où on s'est dit des choses incroyables, ou alors la personne va tout faire pour que tu te sentes le plus mal possible. Elle va te dire que t'es pas drôle, que t'es pas sympa, que tu fais ça pas bien, que si c'est nul. Et en fait, elle va te descendre pour un peu se rassurer elle-même sur sa propre condition, quoi, tu vois. Et ça, c'est une violence aussi, et c'est quelque chose que les hommes font très souvent. Encore une fois, ça veut dire que certaines femmes le font pas, hein. On n'est pas là pour parler de ça, donc on va parler des hommes, mais c'est vraiment des comportements qui sont ancrés chez eux, et le pire, c'est que ils seraient incapables de mettre des mots dessus. T'es obligé, toi, moi, le nombre de fois... De faire le travail émotionnel. Mais c'est ça, pour eux, quoi. Enfin, je me souviens d'un gars, j'avais crushé sur lui. Mais je crush beaucoup. Mais après, j'apprends à les connaître et je décrush. Mais voilà, j'avais crushé sur lui. Et le gars me disait... Non, mais tu sais, je cherche rien en ce moment et tout, machin. J'avais dit, ok, bah pas de souci, voilà. Et en fait, quelques semaines plus tard, je lui avais dit, écoute, en fait, je suis en train de m'attacher, donc peut-être c'est mieux si on arrête là, tu vois. Et il m'avait dit, bon, bah ok, pas de souci. Évidemment, il est revenu à la charge, hein, parce que ça, ils savent pas respecter les limites aussi. C'est une autre forme de violence pour moi. Quand tu dis non... Ça veut dire non, ça veut pas dire oui mais un peu, ou en tout cas je peux prendre des nouvelles. Puis en fait, s'ils reviennent, ils réactivent le truc, enfin genre, et après c'est encore à nous de prendre la décision. Mais c'est ça, tu vois, c'est toujours à nous de mettre les limites, et puis au bout d'un moment, bah franchement, on est humain. On craque en fait, tu vois, donc bon, voilà. Donc pour le coup, là, ce type me dit, voilà, qu'il sort d'une relation, qu'il a pas envie de se poser, nani nanan, mais qu'on s'amuse bien et tout ça. Moi, je lui dis, écoute, je suis en train de m'attacher, donc on met fin au truc, bon, même s'il revient un peu après, voilà. Et puis 3 mois plus tard, qu'est-ce que je vois? Que le gars a une meuf, quoi. Donc c'était pas qu'il voulait pas être en couple, c'est qu'il voulait pas être en couple avec moi. Et donc c'est ce que je lui dis. Je lui dis, bah quand même, enfin... Frérot, t'aurais pu me le dire, enfin, tu vois. Et il me dit, ah ben je pensais avoir été claire. Alors non, en fait, non, c'est pas ça que tu as dit. Oui, tu le pensais. C'est sûr que tu le pensais, puisque moi-même, je sais que je ne correspondais pas à l'image de la femme avec laquelle il voulait se poser. Parce qu'encore une fois, moi j'ai une no bullshit policy, donc... Et je suis bien meilleure que la plupart des mecs. Sorry, not sorry. Et du coup, ben, ils vont être obligés de faire un travail d'introspection, d'analyse d'émotions, voire une thérapie. Puis en plus, il faut qu'ils aient de l'ambition, parce que moi j'en ai, et que sinon ils se sentent comme des merdes. C'est pas ma faute, hein, c'est le patriarcat qui veut ça. Mais bon, eux, ils vont se sentir comme des merdes. Et du coup, ils vont m'en vouloir parce que moi, je réussis. Enfin, bon, c'est très compliqué, quoi, tu vois. Donc, mais en même temps, c'est ça. Ils veulent pas de meufs puissantes. Ils ont horreur de ça. Ça les terrorise. Donc, t'es bien obligé, pour répondre à la première question que tu m'as posée, c'est... bah non, le prince charmant n'existe pas, parce que le prince charmant, il adorerait une meuf puissante et badass, et il s'en accommoderait, mais ils n'arrivent pas à le faire, quoi. C'est hyper intéressant toute ta réponse sur ça, sur la déception des mecs, parce que je pense on leur trouve aussi des excuses où on a un petit peu tendance à dire non mais ils ont pas été sociabilisés pour être dans le soin, ils ont pas l'habitude de parler de leurs émotions, du coup ils savent pas faire, les pauvres, tu vois. Mais en fait là, comment toi tu t'en parles, il y a plutôt cette dimension de domination et d'exploitation, y compris dans l'émotionnel, quoi. Bah c'est ouais. pas
Ouais, mais en plus, ils en profitent vachement de ça. Moi, je pense que c'est totalement conscient de leur part et qu'ils font semblant de « Oh, mais moi, j'ai pas pu exprimer mes émotions et du coup, c'est pour ça, tu comprends, c'est dur. » Bah écoute, moi, je les exprime et en fait, tu m'envoies bouler. Donc, il y a un truc, les calculs sont pas bons. Je croyais que c'était bien de pouvoir les exprimer. Moi, je les exprime, tu m'envoies chier. Enfin, non, il y a un truc qui va pas dans ton truc, quoi. Donc, non, je pense vraiment qu'ils savent pertinemment qu'ils n'ont pas d'effort à faire. Parce que, encore une fois, pour être en couple, c'est très facile. C'est moins facile de baiser, mais les gars, faut quand même que ce soit un peu difficile quelque part. Mais oui, pour une meuf, c'est plus facile de baiser, bien évidemment. C'est aussi beaucoup plus facile de se faire violer. Hein. Donc, voilà. Remettons un peu l'église au milieu du village, comme on dit chez moi. Mes expressions de boumeuse, là. Chat, tu... Voilà, ayez des chats, arrêtez les hommes, s'il fallait retenir une chose. Non, mais voilà, donc je pense qu'ils ont parfaitement conscience du peu d'efforts qu'ils ont à fournir pour avoir accès à finalement de l'exploitation domestique, de l'exploitation émotionnelle, de l'exploitation sexuelle, voilà, et donc ils en tirent profit. Et quand on leur dit, et c'est pour ça que moi je pense que les hommes déconstruits qui disent qu'ils sont pas virils, en fait c'est une instrumentalisation de plus pour arriver à leur fin et faire nous on les appelle les pro-fem, donc c'est les hommes pro-féministes qui se disent féministes pour finalement y mettre du vernis à ongles, mais dessous, l'ongle, il a toujours des mycoses, quoi, tu vois, si on devait imaginer le truc. Donc, c'est juste une nouvelle façon de pécho des femmes, mais quoi. C'est une nouvelle façon de manipuler les femmes pour pécho et se rassurer eux-mêmes. Et des fois, pécho, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, ils vont être là genre « Ouais, mais non, mais moi, je fais pas le sexe pour le sexe, j'ai besoin d'un minimum de connexion. » Et c'est encore pire, en fait. Tu veux du taf de psychologue que tu pourrais payer, 70 balles la séance, ça fait mal au cul, bien évidemment, mais pourquoi moi je le ferais? Et en plus, faut que je te suce la bite. Écoute, non. Et qu'après, j'aille payer, moi, une psychologue pour me remettre de ton ghosting de merde. Ça, tu vois, où je me dis encore une fois que je suis bonne à rien, que je suis pas aimable, où moi je me remets en question, mais toi tu vas jamais te remettre en question. Donc ouais, moi non. Ouais. Les mecs sont nuls, quoi. Avec tout ce qu'on sait en étant féministe, avec le privilège qu'on a aussi de pouvoir réfléchir à ces questions-là, lire des livres comme le tien et tout, avec tout ça, pourquoi est-ce que c'est encore aussi difficile de sortir de l'hétérosexualité ? Parce qu'on est dans une société qui est conditionnée à ça, qui ne vit que pour ça. J'ai 36 ans. Quand pendant 36 ans, t'as été bercée à cet imaginaire de l'amour romantique, du mec extraordinaire qui finalement vient te sauver d'une vie qui ne serait pas pleine et entière, c'est difficile de déconstruire ça. On peut pas déconstruire ça en un jour. Je pense même que c'est le travail de toute une vie. Et que dans ce travail de toute une vie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des fois où on sera très heureux d'être célibataire, c'est ce que je dis dans mon livre d'ailleurs, et il y a des fois où ce sera très dur d'être célibataire parce que, quand on est à la fin du mois de février, qu'il fait froid, qu'il pleut, et qu'on va au cinéma seul, on se dit « Oh, ce serait quand même mieux d'y aller avec quelqu'un ». Et je pense aussi que ça, c'est... indirectement, c'est nourri aussi par tous les couples autour de nous. Parce que toi, tu peux être parfaitement bien célibataire, mais tu te sens un peu seul, mais si t'avais plus de potes qui étaient célibataires, ce serait plus simple. Mais en fait, t'as plein de potes qui sont en couple et qui finalement, non, le dimanche, c'est leur journée couple, tu comprends. Puis après, ils font des gosses, alors tu les vois plus disparaître de la circulation, tu as pas tous, encore une fois, mais voilà. Et si on était dans une société où plus de personnes s'autorisaient à être célibataires, à le revendiquer, à être heureux comme ça, et vraiment à ne pas chercher l'amour, et qui cultivait finalement le soin de l'autre par l'amitié, on serait plus et on aurait moins de problèmes à être célibataire. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi, tu vois. Ouais, c'est intéressant à tout ce que tu dis sur l'injonction au couple et sur le fait qu'il faut revaloriser l'amitié. Moi, je sais que, je sais pas, ça doit faire 6 ou 7 ans que je suis féministe. Ça fait 6 ou 7 ans
que je culpabilise de pas réussir à être lesbienne. Ce qui est complètement con. Bah oui. Et je trouve que ton livre, il est hyper déculpabilisant sur ça parce que on se dit, en fait, on fait ce qu'on peut. Genre, on aime des cons, c'est pas de notre faute, on fait ce qu'on peut, quoi. En fait, il y a que ça sur le marché, donc donc nécessairement, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est un peu comme, tu sais, tu meurs d'envie d'une tomate. On est début mars. Bon, tu vas aller chercher ta tomate parce que vraiment, tu meurs d'envie d'une tomate, ok? Mais ce sera pas la tomate de ton souvenir d'enfance chez ta grand-mère dans le Luberon, qui a rougi au soleil, qui est bien bonne, bien juteuse, avec une bonne chair bien tendre, là, qui a vraiment le goût de la tomate, tu vois. Et t'en as gardé un souvenir impérissable de cette tomate. Et tu te retrouves avec une tomate d'Espagne... un peu dur, pas tout à fait, qui a pas fini de mûrir. On est conditionné à ça. On aime les tomates. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On aime aussi la courge. Encore une fois, je pense que si la sexualité était un choix, on ne serait pas hétérosexuel. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas se découvrir lesbienne sur le tard, ou au moins bisexuelle sur le tard, mais ça prend énormément d'énergie, de remise en question. Et en fait, il faut pas oublier que tout ça, pouvoir déconstruire l'hétérosexualité, puis changer de sexualité, c'est un privilège de bourgeoise, en fait. Parce que je suis désolée, mais moi, quand j'étais ultra précaire, que je multipliais les boulots de caissière, femme de ménage et vendeuse, j'avais autre chose à penser que, tiens, si je déconstruisais ma sexualité, si j'imaginais ce que ça fait d'être lesbienne, non. De ouf. Non, mais oui. en fait, j'avais pas le temps pour ça, tu vois. Et donc, faut pas oublier que tout ça, encore une fois, c'est... Là, on est là, genre, ouais, le lesbianisme politique et tout ça. Ouais, mais c'est super, mais enfin... C'est pas pour toutes les femmes. C'est pas pour toutes les femmes. T'es agricultrice en pleine zone rurale, désert médical, où il te faut 3 mois pour avoir un rendez-vous chez le généraliste et 3 ans pour un rendez-vous chez l'ophtalmo. Désolé, en fait, on n'a pas les mêmes problèmes. Ouais, c'est clair. Tu vois, enfin, et j'entends que... on a tous un boulot, tous une vie, etc. Mais le plus souvent, quand on est un peu dans la routine, la monotonie, tout ça, à la fin de la journée, on n'a pas forcément envie de lire un essai féministe pour déconstruire sa sexualité, puis peut-être essayer d'aller date des femmes pour voir ce que ça fait, quoi. Ouais, c'est clair. Non. Parce que, encore une fois, on a plein de responsabilités. On a très souvent, les femmes, elles ont à charge soit des enfants, soit des personnes âgées. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a notre famille aussi. Donc, ouais, on n'a pas le temps, en fait, quoi. Il y a aussi un truc dont je voulais parler, c'est la lassitude et la fatigue. Genre, il y a un côté vraiment crevant de devoir se méfier des gens qu'on aime. Et alors, je sais pas toi, mais même quand ça se termine avec quelqu'un pour d'autres raisons que mes convictions féministes, j'ai toujours alors, au-delà de la tristesse d'avoir perdu quelqu'un, j'ai toujours mon premier réflexe, c'est va falloir faire ça avec une nouvelle personne, genre être sur mes gardes, prendre des pincettes parce qu'il faut pas lui faire trop peur, vérifier s'il est safe, lui expliquer des trucs hyper basiques. Et puis dès que tu parles de ton taf, si tu fais un taf féministe, c'est alors attends, comment il va le prendre? Est-ce que je vais devoir expliquer ce que c'est que un truc que j'ai déjà expliqué 75 000 fois? Enfin, tout ça, c'est crevant aussi. C'est le travail dont tu parlais. Alors, ouais, c'est un travail que moi, je fais plus, parce que flemme, en fait. Donc, moi, je joue plus au jeu du chat et de la souris. 1, j'ai passé l'âge, et 2, j'ai pas le temps. Et clairement, enfin, je veux dire, c'est un effort immense de s'adapter aux ressentis des hommes. Faudrait pas leur faire peur, mais pas être trop distante. Faudrait être comme ci, mais pas trop comme ça. En fait, on a que des injonctions contraires. Et in fine, on est là, genre, il m'a pas répondu, c'est bizarre, on sait que c'est bizarre, et notre fort intérieur, on sait que, c'est qu'il est pas intéressé, mais on se dit, non, mais là, je fais un peu ma folle et tout, voilà. Et
Est-ce qu'on a envie de ça ? Non, moi, j'ai plus envie de ça. Donc, franchement, quand je vois aujourd'hui, j'ai zéro patience. C'est-à-dire que si un mec, il m'envoie des messages tous les jours, pendant la journée, tout ça, machin, pendant plusieurs jours, et que d'un seul coup, j'envoie un message et dis « Ok, donc là, en fait, t'as cessé de m'écrire. Écoute, en vrai, j'en ai rien à foutre si dans la journée, tu travailles et que t'as beaucoup de choses à faire. Mais le truc, c'est que là, pendant X jours, tu m'as envoyé X messages, puis d'un seul coup, plus rien. Ça ne m'intéresse pas. Salut. Et je veux même pas d'explication. Je veux rien. Juste, ça ne m'intéresse pas. Au revoir. Ouais. Parce que, en fait, tu sais très bien que c'est le début d'un mec qui va jouer, à minima, qui va jouer le désintérêt pour peut-être susciter plus d'intérêt de ta part. Enfin, tu vois, on sait pas ce qui se passe dans leur petite tête, là. Ou alors, et c'est plus souvent ça le cas, il y a une autre meuf. Voilà. Ouais. Tu vois, et puis finalement, ils ont décidé que toi, t'étais pas la meuf de leur rêve et ils partent sur quelqu'un d'autre. Et voilà, moi, donc je fais plus tout ça. Je dis très clairement mes attentes, mes machins. Et le premier petit pink flag, je suis là genre, allez, tu dégages. C'est ça le conseil que tu donnerais, c'est d'être plus intransigeante aussi. Ah ouais, clairement. Mais ça veut dire accepter d'être seule. Parce que c'est ce qui se passe in fine, tu vois. Ouais. Malheureusement. Oui. Malheureusement, quand on veut encore être en couple et que ça nous manque. Maintenant, quand ça te manque pas, t'es là genre, Vraiment, c'est prendre au pied de la lettre l'adage il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mm. Et je sais qu'on l'entend depuis... mais vraiment, il faut entendre, écouter ce que ça veut dire. Et à partir du moment où tu ressens des choses négatives qui te transforment en une personne que tu n'es pas d'habitude, c'est que c'est pas bon. C'est qu'il y a anguille sous roche. Et franchement, voilà, c'est pas la peine de perdre des points de vie, de la sanité et du bonheur, en fait. Parce que le temps que tu perds... Moi, en fait, à chaque fois, c'est ça, je me dis... Putain, j'ai perdu un temps monstrueux avec ce Gus encore, tu vois, où j'aurais pu voir mes potes à la place. Et en fait, maintenant, je me suis rendu compte à un moment, genre que quand j'étais sur les applis et tout, genre j'étais non, je préfère aller voir mes potes plutôt que d'aller à un date avec un nobody que je ne connais pas qui va forcément me décevoir, parce qu'en plus les mecs sur les applications, franchement, c'est les pires. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit ah ouais, du coup, on va arrêter. Ça sert à rien. Si j'ai même plus envie de faire l'effort, tu vois. Si je préfère aller voir mes potes que d'aller en date, c'est que c'est bon, tu vois. Bye. Ouais. Faut plus qu'on s'écoute, ouais. Bah ouais, parce qu'en fait, tu passes une soirée avec tes potes, au moins, t'es content à la fin de la soirée, quoi. Tu te dis pas, mais est-ce qu'elle m'aime ? Oh, j'aurais pas dû dire ça. Est-ce qu'elle trouve que je suis assez drôle ? Ouais, enfin, tu vois. Oh non, j'ai encore été too much. Vu que là, on est sur le cycle un peu tristesse et tout, est-ce qu'il y a d'autres choses qui, toi, en tant que féministe ou en tant que femme, spécifiquement parce que t'es une femme, te causent du chagrin, te font de la tristesse dans le monde ? Tu veux dire autre que les... Autre que les hommes pour élargir un petit peu. On peut élargir à toute la tristesse qu'il y a dans le monde actuellement, avec la montée des fascismes, la montée des extrêmes. Par les extrêmes, on entend l'extrême droite, avec la destruction de la planète, etc. Mais ça aussi, c'est corrélé aux hommes. Donc, j'ai envie de dire, autre que les hommes, non. Si, autre que les relations intimes avec les hommes. Ouais, voilà. Mais voilà, moi, tout ça, ça me rend éminemment triste, quoi. La situation des Palestiniennes, la situation en Argentine, la destruction du vivant, tout ça, ça me rend triste au quotidien, mais les autres font ce qu'ils veulent, mais moi, je fais ma part pour essayer d'être le moins triste possible, quoi. Quand t'es dans l'action, ne serait-ce que partager, tu te sens moins impuissante. Et puis il y a des fois il y a des choses positives qui arrivent, quoi. Il y a des petites victoires. Je veux dire, ce qui se passe autour de Judith Godrèche, c'est quand même une petite victoire.
De ouf, ouais. Même si c'est horrible, ouais. Mais c'est une petite victoire. On est enfin, 5 ans, 6 ans plus tard, on fait notre MeToo au cinéma. Ce qui a commencé par l'affaire Weinstein. On se dit... mais au fait... Donc voilà, c'est vrai que la France est un pays extrêmement rétrograde au niveau de la condition des femmes. Donc voilà, il faut prendre les petites victoires là où elles sont. Et puis faire sa part. Je fais pas du tout le colibri, le machin, tout ça, j'y crois pas une seule seconde, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais je pense vraiment que on peut avoir un impact plus fort que ce qu'on croit. Donc, Du coup, j'ai une dernière question que je pose à tout le monde, c'est est-ce que tu aurais envie de me recommander une œuvre, un artiste qui fait du bien à tes émotions féministes ? Oh waouh! Ah, c'est dur, hein? Qui fait du bien à mes émotions féministes. Je peux éventuellement proposer une pièce de théâtre que j'ai vue cette semaine, qui s'appelle Interruption, qui est l'adaptation d'un livre d'une femme qui a fait une enquête formidable sur l'avortement, du coup. Donc, Interruption au théâtre Antoine, boulevard de Strasbourg, je crois. Et ben ça fait du bien, en fait, de voir d'autres façons de militer, donc sur scène, avec du théâtre, avec des récits de femmes. Et ben voilà, ça fait du bien. Donc, je conseille d'aller le voir. Merci beaucoup, Sabrina. Merci à toi. Je suis Judy Calpero et je vous remercie d'avoir écouté Allumettes et Tasses de thé. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager à vos potes, à vos proches et collègues, commentez, likez, abonnez-vous à la newsletter et suivez-nous sur Instagram. Ce podcast est un espace ouvert à tous, même aux hommes cisgenres hétéros. Prenons la parole et faisons la révolution par les émotions, tous ensemble. Cette série est produite par Mia Productions, enregistrée par William Agasvari. Le sound design, montage et mixage sont réalisés par Antoine Ollier. Les textes sont interprétés par Aurélie Toucas et l'illustration est de Marie Leménès. Merci à la radio Cause Commune pour leur accueil.